Bonjour, vous regardez une émission de Sortir du nucléaire Suisse romande. Je m'appelle Philippe de Rougemont et je suis venu depuis Genève à Valence dans la Drôme, au sud de Lyon, pour un entretien avec M. Bruno Charéron de la CRIRAD. Je vais commencer par vous donner le cadre de cette émission. Elle s'inscrit dans une campagne qu'on a commencée il y a 2 ans et demi en Suisse qui s'appelle Prévention nucléaire. Et l'idée est que en parallèle d'une campagne pour obtenir un agenda de fermeture des centrales nucléaires, la Suisse a décidé de ne pas en construire de nouvelles, mais n'a pas d'agenda de fermeture, eh bien, en parallèle, ce que nous voulons, c'est obtenir un état de préparation optimal de la Suisse en cas d'accident, hélas toujours possible, dans une centrale nucléaire suisse. Alors, la première chose qu'on a faite dans cette campagne, c'était en 2019, c'était de commander et publier une étude qui montrait quelle était la dispersion réelle d'un nuage de particules radioactives provenant d'une centrale nucléaire suisse, avec des données météo réelles, 72 heures, 72 heures, après un accident nucléaire en Suisse. Et donc, on a pu établir des cartographies très précises montrant par où le nuage de radioactivité se disperserait à travers la Suisse et les pays voisins. La deuxième partie a été de faire un colloque en novembre l'année passée avec des responsables de la sécurité et de protection de la population de la ville de Genève et des magistrats de la ville de Genève et de Nyon pour discuter de l'état actuel de préparation face à l'éventualité d'un accident nucléaire majeur. Qu'est-ce qu'on fait à Nyon? Qu'est-ce qu'on fait à Genève? Et on a pu mettre le point sur des lacunes. Et la troisième partie est un travail que nous menons avec des parlementaires fédéraux élus à Berne et qui ont identifié des points d'amélioration possibles dans la législation et dans la réglementation fédérale pour, à nouveau, mettre la Suisse dans un état de préparation optimal, la meilleure préparation possible face à un cas d'accident nucléaire pour sauver autant de vies que possible. Alors, cet entretien s'insère dans cette campagne-là. Et sans plus attendre, je vais me tourner vers Bruno Charéron. Bruno Charéron est physicien nucléaire. Il est directeur du laboratoire de la CRIRAD, Commission de recherche indépendante sur la radioactivité. Merci beaucoup, Bruno Charéron, de nous accueillir ici aujourd'hui. Merci à vous. On va passer une petite heure ensemble à parler et à voir quels sont les enseignements que l'on peut tirer de la catastrophe de Fukushima, commémoration des 10 ans de l'accident dans quelques jours. Vous y étiez. Et ma première question va être d'ordre assez général. Pourquoi est-ce que vous vous êtes rendu, pourquoi est-ce que la CRIRAD s'est rendue au Japon au printemps 2011? D'abord, je précise juste qu'on a décidé tous les deux de ne pas mettre les masques de protection parce qu'on est à une distance correcte. Alors, ce qui s'est passé donc le 11 mars, d'abord, 2011, on apprend, comme tout le monde, qu'il y a ce tremblement de terre, ce séisme, ce tsunami, et en particulier des soucis potentiels sur la centrale de Fukushima Daiichi. Et donc, dès ce vendredi après-midi, je me rappelle très bien, on a décidé de faire un petit communiqué pour nos adhérents, les adhérents à l'association CRIRAD, en leur disant, compte tenu des premiers éléments dont on peut disposer, il faut vraiment se mettre en vigilance parce que la situation peut devenir très critique sur cette centrale de Fukushima. Il faut rappeler simplement que la centrale de Fukushima, les réacteurs concernés de la centrale de Fukushima Daiichi se sont mis en sécurité au moment du séisme, c'est-à-dire que les réactions nucléaires sont stoppées par des barres de contrôle, mais dans le cœur d'un réacteur nucléaire, la chaleur, la radioactivité sont tellement importantes, même après l'arrêt du réacteur, qu'il faut évacuer cette chaleur. Et les Japonais ont perdu le contrôle, puisque les systèmes de refroidissement nominaux et de secours n'ont pas pu être activés. Donc la chaleur a monté, il y a eu des dégagements de radioactivité, des explosions sur les réacteurs 1, 2, 3 et des rejets massifs d'éléments radioactifs dans l'atmosphère d'une part, dans l'océan Pacifique. Donc par rapport à cette situation progressive qui a duré plusieurs jours, pour nous ça a été vraiment très très difficile à vivre parce que on pressentait chaque jour ce qui était en train de se passer et ça s'aggravait tous les jours. Il y avait à tenter de répondre aux inquiétudes des Français sur les retombées radioactives qui ne manqueraient pas d'atteindre le territoire français.
La preuve, on a mesuré les retombées de Fukushima fin mars, début avril, et pendant presque tout le mois d'avril, avec nos balises qui contrôlent la radioactivité de l'air. Et puis surtout, bien sûr, c'était, cette émotion de voir à quel point les populations japonaises étaient exposées à des radiations très importantes, n'étaient pas correctement informées, n'étaient pas correctement protégées, et voir ça de loin, sans pouvoir vraiment agir pour informer mieux ces personnes, c'était vraiment quelque chose qui a été profondément insupportable. Donc ce qu'on a fait, c'est que comme... on a reçu pas mal de sollicitations de citoyens français vivant au Japon ou de citoyens japonais qui nous demandaient de l'aide, du matériel de mesure, des informations. Et parmi ces citoyens, il y en a un qui s'appelle Wataru Iwata, qui est un artiste et qui s'est vraiment mobilisé dès le début. Il a senti que les informations données par les autorités japonaises n'étaient pas fiables et il a souhaité se doter d'appareils de mesure et faire des contrôles et monter un réseau de contrôle de radioactivité. Donc on a échangé d'abord par mail, par téléphone pendant plusieurs jours, on a appris à se connaître, on a compris réciproquement qu'on pouvait travailler ensemble et l'ACRIRAD a décidé de lui envoyer une dizaine d'appareils de mesure de radioactivité professionnels et amateurs. Et on a tourné en urgence un samedi des petites vidéos pédagogiques pour à la fois expliquer, en anglais bien sûr, comment on utilise tous ces appareils, comment on interprète les résultats, comment on se protège en allant faire des mesures dans des zones qui sont contaminées. Donc ça a été en particulier le lancement d'une coopération entre l'ACRIRAD et progressivement un organisme qui va s'appeler petit à petit le CRMS, Citizens Radiation Monitoring Stations, dont Wataru Iwata à l'époque a été une des chevilles ouvrières, puis il s'est retiré du dispositif au bout de quelques années, et ça a permis, donc l'ACRIRAD a contribué modestement, comme d'autres structures dans le monde, à aider les Japonais à créer des laboratoires indépendants, de même que nous à l'ACRIRAD a été créée par des citoyens en 1986, suite à la catastrophe de Tchernobyl, et ces citoyens ont été aidés par d'autres scientifiques, laboratoire universitaire de Lyon, à monter leur propre labo, le labo de l'ACRIRAD. Et c'était donc assez logique que nous, à l'ACRIRAD, nous fassions un peu la même chose par rapport aux Japonais. Donc il a fallu évidemment plusieurs semaines pour que l'on puisse nous-mêmes aller au Japon. Il a fallu d'abord retrouver des moyens financiers, une logistique, attendre que la radioactivité quand même baisse un petit peu. Et puis on a pu donc se rendre sur place. Vous le voyez ici, par exemple, faire des mesures. On est ici en préfecture de Fukushima, dans une école. Les enfants sont là, ils sont toujours là, les enfants ils n'ont pas été évacués. Et pourtant, la radioactivité est extraordinairement élevée dans cette école. Et ça, franchement, arriver dans des zones aussi contaminées et voir qu'on laisse vivre des enfants dans des zones aussi radioactives, pour mon collègue Christian Courbon et moi, ça a été vraiment quelque chose qui est un traumatisme, Alors, un exemple dans une des écoles de la ville de Fukushima. Donc, c'est une école qui est à, disons, entre 50 et 60 km du lieu de la catastrophe nucléaire de Fukushima à Daiichi. Eh bien, on a fait des mesures fin mai, début juin. Ici, vous voyez les balançoires. Ici, le sol. Donc, les retombées radioactives qui étaient dans l'air ont été rabattues au sol par la pluie ou la neige. Et elles s'accumulent ensuite dans cette terre. Donc, nous avons prélevé un échantillon de ce sol, de quelques grammes, que nous avons conservé ici dans cette boîte plombée. Et je vais vous montrer que, même 10 ans après, il est toujours radioactif. Cet appareil, c'est un contaminomètre alpha-bêta-gamma qui permet d'enregistrer le taux de radiation alpha-bêta-gamma. Et en l'approchant de l'appareil, c'est pas une mesure scientifique, c'est juste une mesure illustrative. On sent très bien que cet échantillon est radioactif. Et pourtant, c'est 10 ans après. Pourquoi? Parce qu'il contient toujours le césium-137, qui est un élément radioactif, métallique, qui a été propulsé dans l'atmosphère
par la catastrophe de Fukushima et qui est toujours présent aujourd'hui dans les sols de la préfecture de Fukushima, mais bien au-delà, jusqu'à Tokyo, par exemple, au sud. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait d'abord beaucoup de mesures, beaucoup de prélèvements, des prélèvements de sol, des mesures en direct avec nos appareils. On a essayé de faire aussi, évidemment, de la pédagogie. Par exemple, ici, on a organisé plusieurs réunions publiques à Tokyo, mais aussi en préfecture de Fukushima, dans la ville de Fukushima, pour sensibiliser les habitants, pour répondre à leurs questions, pour leur donner des informations le plus pédagogiques possible sur cette radioactivité qui était là, qui est toujours là, comment elle va les atteindre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. On a mis en place des ateliers, par exemple, de contrôle de la radioactivité des aliments, parce qu'il y avait vraiment un déficit de vérification du niveau de contamination des aliments, alors que certains aliments étaient toujours très contaminés. On a pu aussi, par exemple, faire un travail de conférence de presse ici, au Foreign Correspondence Club au Japon, et on a été vraiment impressionnés par le nombre de médias qui ont assisté à ces conférences de presse, parce qu'il y avait vraiment, et c'est normal, un besoin de comprendre de la part de tous. Donc, si je comprends bien, M. Charéron, vous avez été invité à vous rendre sur place, et est-ce qu'on peut dire que c'est une mission pour compenser l'action inadéquate ou l'inaction des autorités japonaises ? Oui, alors compenser, évidemment, une petite structure comme la CREAD ne peut pas compenser ce que devrait faire un État, l'État japonais et d'autres États. Mais le but, c'était de contribuer à l'émergence de capacités de contrôle citoyen au Japon, parce que ce que l'on voit, on l'a vu au moment de Tchernobyl en France, on l'a vu là au moment de Fukushima au Japon, c'est que les services officiels, les États, ne sont pas capables, ne veulent pas, et en tout cas ne sont pas capables de donner des informations correctes à leur population en cas de catastrophe nucléaire. Et du coup, même si de toute façon une catastrophe nucléaire c'est ingérable, dans tous les cas c'est ingérable, il y a quand même un minimum de choses à faire pour abaisser les taux de radiation qui vont être subis par la population. Et je vais vous donner un exemple qui nous a vraiment beaucoup choqués, c'est cette ferme. Donc là, nous sommes à Itate, entre, disons, une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de la centrale de Fukushima. On est fin mai, début juin, c'est-à-dire plus de 2 mois et demi après les retombées radioactives. Cet homme est agriculteur, il nous reçoit dans sa ferme. Le taux de radiation dans sa ferme, devant sa ferme, dans sa maison, ici, sur la table, on est dans son salon, le taux de radiation est pratiquement 200 fois supérieur à la normale. Et cet homme n'a pas été évacué. On est 2 mois et demi après. On peut recalculer les doses qu'il a subies depuis le début, parce que la radioactivité a baissé un tout petit peu, du fait de la décroissance de l'iode radioactif, qui a une période de 8 jours. Mais la radioactivité reste très élevée, elle l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Cet homme n'a pas été évacué. On lui explique, on lui montre les résultats. On lui fait part de notre inquiétude, sans non plus l'affoler. On lui dit que vraiment, de notre point de vue, il faut qu'il parte de ce lieu. Et il nous dit qu'il ne le fera que quand il aura réussi à vendre ses vaches, à vendre son troupeau. Donc, franchement, que des autorités puissent laisser des êtres humains vivre dans des zones avec ces taux de radiation sans leur apporter vraiment une compréhension des risques qu'ils subissent, un soutien financier, vraiment une stratégie d'évacuation adéquate, c'est vraiment quelque chose qui est profondément choquant. Oui, je comprends bien. Il y a une auteure japonaise, Haruko Boaglio, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un livre qui s'appelle « J'ai fui Fukushima ». Et elle a vécu donc les premiers jours après l'accident à une dizaine de kilomètres de Fukushima, et elle raconte que les autorités japonaises n'ont pas communiqué au sujet de la direction du vent dans les jours qui suivaient l'accident pour dire « n'allez pas dans cette direction ». N'allait pas dans cette direction-là. Qu'est-ce qu'il faudrait et qu'est-ce que l'État pourrait communiquer d'utile le jour où il y a un accident nucléaire? Est-ce qu'il y a une possibilité de cartographier? Qu'est-ce qui est entre les mains de l'État?
Alors d'abord, c'est vrai que c'est profondément choquant de penser que, au Japon, un certain nombre d'experts avaient les outils, ce logiciel Speedy, et les connaissances leur permettant, évidemment, de prévoir dans quelle direction les masses d'air contaminées allaient se déplacer. Et ils n'ont pas prévenu la population, c'est même pire que ça, puisque vous le savez, certains groupes de population ont été évacués vers des territoires plus contaminés, ou qui allaient être plus contaminés, du fait de la direction des vents, que l'endroit d'où on les a évacués. Donc ça c'est quelque chose qui est invraisemblable. Donc il faut évidemment que les services compétents des États donnent le plus rapidement possible aux populations les directions des vents, pour que même s'il n'y a pas une connaissance précise de la quantité de radioactivité qui s'échappe, au moins les gens puissent d'ailleurs d'eux-mêmes, à titre de précaution dans un premier temps, s'éloigner des zones vers lesquelles les vents vont amener la contamination, puisque c'est simple à comprendre, s'il y a rejet de matière radioactive dans l'atmosphère, les vents vont pousser ces poussières ou ces gaz radioactifs dans certaines directions, et évidemment ce sont ces directions-là qu'il faut éviter. Et puis dans un deuxième temps, en fonction de la pluie, de la neige, ces éléments radioactifs qui sont dans l'air vont se rabattre au sol de façon plus ou moins intense, ce qui va créer ensuite, dans un deuxième temps, une contamination du sol, qui va ensuite contaminer la chaîne alimentaire et irradier les gens pendant des temps qui sont très longs, puisque dans le cas de Fukushima, aujourd'hui, la population qui vit dans les zones contaminées est toujours irradiée par ce césium radioactif qui est accumulé dans les sols. D'accord. Donc on comprend bien qu'il y avait les moyens d'informer les municipalités concernées ou celles qui n'étaient pas concernées. Il y avait le moyen d'aider la population et les autorités locales à anticiper, et ça n'a pas été fait. Je voudrais rajouter quelque chose là-dessus. C'est que, bien sûr, on peut dire, et c'est vrai, que c'était une situation très particulière au Japon, avec le séisme, avec le tsunami, et que les autorités ont eu à gérer une situation ultra catastrophique. Mais il n'empêche qu'ils avaient les outils, et que là, il y a une volonté de ne pas informer les gens pour ne pas leur faire peur. Mais ça aboutit à la situation, d'abord, d'exposer des gens à la radioactivité de façon beaucoup plus forte que ce à quoi ils seraient exposés si on les avait mieux protégés. Et deuxièmement, ça aboutit à une perte de confiance complète des personnes dans l'institution, dans leur état, et ça rajoute une difficulté psychique pour les habitants de ces territoires contaminés. Donc c'est paradoxal, c'est-à-dire que l'objectif qui était de protéger la réputation de l'industrie nucléaire n'a pas été atteint. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une perte de confiance de la population japonaise, habituellement très respectueuse des autorités. Bien sûr. 2 points par rapport à ça. La distribution des pastilles d'iode stable. Ouais. Je pense que tout le monde sait qu'en cas de catastrophe sur un réacteur nucléaire, c'est bien de le répéter, il y a des rejets d'iode radioactif. Et il y en a eu massivement au moment de Fukushima. Cette iode radioactive se fixe sur la glande thyroïde parce qu'elle a besoin d'iode pour fonctionner. Habituellement, elle pompe de l'iode stable dans notre alimentation en particulier. Donc quand il y a de l'iode radioactive dans l'air, si on donne aux gens des pastilles d'iode stable avant l'arrivée des masses d'air contaminées, quand ils vont inhaler cet air radioactif chargé d'iode radioactif, leur thyroïde va moins accumuler cette iode radioactive puisqu'elle est déjà saturée en iode non radioactif. Donc ce type de choses, la distribution de pastilles d'iode stable, ça permet de limiter de façon très importante les doses à la population au niveau de la glande thyroïde. Et donc ça permet d'éviter des cancers de la thyroïde. Donc, pour nous, c'est évident qu'il fallait le faire. Pour un certain nombre de maires, MAIRE au Japon, il fallait le faire. Mais les autorités nationales japonaises et préfectorales n'ont pas accepté que soient distribuées massivement des pastilles d'iode, et donc ça n'a pas été fait. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément choquant. La population japonaise aurait dû être beaucoup mieux évacuée. Il faut quand même se rappeler que les Américains, au bout de quelques jours, ont dit qu'il faudrait qu'il n'y ait personne dans un rayon de 80 km. Et pendant ce temps-là, en France, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, qui est un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial, et qui est le bras armé, scientifique,
de l'État, de l'ASN, cet organisme a publié des modélisations indiquant les doses qu'allaient recevoir les populations japonaises et concluant que finalement, les stratégies d'évacuation des Japonais, en termes de périmètre, en termes de non-distribution de pastilles d'iode, étaient légitimes. Mais ça, c'est profondément choquant parce qu'au moment où l'IRSN a publié ces modélisations, l'accident était toujours en cours. Personne ne pouvait prévoir les nouveaux rejets qui allaient continuer à s'accumuler. Donc faire ce type de modèle pour dire finalement ça va, les doses seront dans des limites acceptables, il n'y a pas besoin de distribuer des pastilles d'iode et il n'y a pas besoin d'évacuer plus, ça nous a vraiment profondément choqués. Et ça veut dire que en cas de catastrophe nucléaire en France cette fois-ci, ou de retombées massives sur la France, nous n'avons pas confiance dans la capacité des services français de nous donner des informations correctes sur le risque et sur les moyens de protection. C'est pour ça que c'est toujours très important de faire ce que vous faites, c'est-à-dire d'apporter aux citoyens des informations sincères, véritables, sur la radioactivité, comment on la mesure, où est-elle, quels sont les risques. Je vous remercie. Vous avez parlé justement de « on ne peut pas faire confiance », comme s'il y avait peut-être un conflit d'intérêts. Est-ce que le fait que l'industrie nucléaire étant gérée par l'État ou par des fonds étatiques, il y a un conflit d'intérêts? On gère le nucléaire, on est garant de la sécurité de la population et en même temps on est censé agir en cas d'accident. Donc on ne veut pas se défausser non plus. Donc, qu'est-ce que vous, la CRIRAD, avez fait? Enfin, moi, je le sais, mais je vous pose la question candidement pour l'émission. Qu'est-ce que la CRIRAD fait pour compenser cet état où on ne peut pas faire confiance dans les autorités nationales pour apporter l'information sur l'état actuel des contaminations après un accident? Ce qu'on fait, c'est plusieurs choses. D'abord, la contre-expertise, les contre-mesures. Il faut avoir sa propre capacité de faire des mesures. Donc ça, c'est le travail du laboratoire de la CRIRAD, faire des prélèvements, des analyses, pour qu'on ait nos propres chiffres. Après, il y a le décortiquage des choses. Il ne suffit pas d'avoir des mesures de Becquerel dans l'environnement, il faut être capable de calculer les risques et d'expliciter ces risques à la population. Parce que la désinformation, elle est multiple. Il y a une désinformation sur le niveau de la radioactivité, mais il y a une désinformation tout aussi grave sur la dangerosité de cette radioactivité. Il faut se rappeler quand même qu'au moment de la catastrophe de Fukushima, au Japon, des experts institutionnels se sont permis de dire des choses qui sont... Je pense qu'on peut les qualifier de criminelles, ces choses. C'est en particulier ce qu'a dit un professeur, considérant que, à des taux de radiation de 100 microsieverts par heure, c'est-à-dire 1000 fois la radioactivité habituelle, voire 2000 fois au Japon, il n'y avait pas de souci particulier pour la santé, d'une part, et que d'autre part, si les Japonais continuaient à sourire, ils ne seraient pas affectés par la radioactivité. Ça, c'est l'idée que les faibles doses de radiation serait un phénomène psychique, c'est-à-dire que les gens seraient malades après avoir été irradiés parce qu'ils auraient la radiophobie. Ce ne serait que psychique. En fait, on sait très bien aujourd'hui que les faibles doses de radiation, cette énergie très puissante qui est déposée dans notre corps par les radiations venant du sol contaminé, des aliments contaminés, de l'air contaminé, ça augmente les risques de cancer en particulier et d'autres pathologies dès les faibles doses. C'est aujourd'hui clairement démontré par de nombreuses études épidémiologiques, que ce soit par rapport à l'inhalation du radon dans l'habitat, à l'impact des scanners sur le corps humain par exemple, ou au suivi d'ailleurs des populations, malheureusement, à Tchernobyl ou à Fukushima. Et donc, qu'est-ce que fait la CRIRAD? Elle essaie d'améliorer l'information de tous, des citoyens, mais aussi des hommes politiques, des décideurs, des syndicalistes, par rapport à cette radioactivité et aux risques qu'elle représente. Est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, du réseau d'installation de mesures fixes, comme par exemple, il y en a une à Genève. Comment est-ce que vous êtes amené à intervenir à Genève pour placer cette station de mesure fixe? Alors d'abord, un petit peu d'historique. Donc, à partir de la situation vécue en 1986 en France, où le territoire a été contaminé de façon très significative par les retombées de Tchernobyl et où les autorités ne nous ont donné aucune information de protection. La France est un des rares pays, si ce n'est le seul en Europe,
où au moment de Tchernobyl, il n'y a eu aucune mesure de protection sanitaire. Donc par rapport à ça, les citoyens et les scientifiques qui ont fondé la CRIRAD ont souhaité mettre en place des balises qui surveillent en permanence la radioactivité de l'air et qui peuvent donc alerter le plus vite possible, en fait instantanément, en cas d'arrivée d'air très contaminé à l'endroit où est la balise. Donc le premier réseau s'est développé dans la Drôme, le département de la Drôme, puis il s'est étendu. Donc aujourd'hui... Donc où nous sommes ici? Aujourd'hui, effectivement, dans la Drôme, ici à Valence, le réseau s'est ensuite étendu. Aujourd'hui, on a des balises qui vont d'Avignon, vallée du Rhône sud, jusqu'à Péage de Roussillon, qui est au nord. Et puis, on développe ce réseau. Donc, effectivement, récemment, il y a quelques années maintenant, grâce à la ville de Genève, on a pu installer un autre type d'appareil, une sonde, qui mesure la radioactivité en permanence et qui fait une première caractérisation de cette radioactivité pour qu'on ne soit pas en effet en alerte pour des phénomènes qui sont, ça arrive, naturels. Il faut bien se mettre en alerte quand c'est vraiment quelque chose qui le justifie. Donc, effectivement, cette sonde existe à Genève. Elle nous permet de détecter un certain nombre de situations anormales et on développe cette stratégie d'implantation avec là actuellement des projets en tout cas sur la région de Lyon par exemple. Alors Monsieur Choréron, avec la mise en réseau de ces différentes balises d'analyse de la qualité de l'air sous le terme la radioactivité, est-ce que votre objectif, c'est d'aller plus loin, d'aller vers la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, ou alors de travailler en collaboration avec des partenaires pour ensuite établir au niveau européen la possibilité de faire une carte citoyenne, donc d'origine citoyenne et associative, pour sourcer des informations de manière sûre et pas arriver dans la situation japonaise où l'accident a eu lieu et on n'a pas pu en tirer des enseignements. Je prends un exemple, par exemple. En Tchéquie, il y aurait un accident dans 10 ans. Alors que ces balises ont été installées un peu partout en Europe, vous seriez capable, à partir d'ici, à la CRIRAD, de pouvoir faire une carte Speedy et puis dire, voilà, à partir des données météo européennes, on s'attend à ce que telle ou telle région a besoin de la plus de prévention possible. Est-ce que ça, c'est une situation que vers laquelle vous voulez mener la CRIRAD et ses collaborations? Alors, bien sûr, on aimerait pouvoir construire un dispositif à l'échelle internationale de surveillance indépendante de la radioactivité permettant de réagir rapidement en cas de catastrophe. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement ambitieux. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va mettre en place, renforcer cette année, c'est un projet qu'on appelle, qui est un peu différent, qui s'appelle Civirad, qui a pour objet de continuer à former des citoyens, dans un premier temps, en France, petit à petit autour de chaque centrale nucléaire française, citoyens en capacité de faire des mesures, à la fois de radioactivité, à la fois des mesures régulières et des mesures, bien entendu, en cas de suspicion de retombées radioactives. Donc ça, ce sont des axes de travail qui sont très importants. Évidemment, comme d'habitude, on se heurte à une difficulté qui est celle des ressources financières, parce que pour mener à bien tous ces projets, il faut embaucher du personnel, il faut disposer d'équipements de mesure et il faut des fonds. Et la CRIRAD a besoin évidemment de plus d'adhérents. Selon les années, on a eu entre 4 000 à 7 000 adhérents. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est en fait très peu pour vraiment répondre à tous les défis, toutes les interrogations qui sont devant nous, c'est-à-dire l'appel des citoyens du monde entier. Enfin, malheureusement pour nous, parce que ça fait trop de choses à gérer dès lors qu'ils ont une inquiétude par rapport à la radioactivité. Ça concerne les catastrophes nucléaires, mais ça peut concerner l'impact de mines d'uranium ou d'autres impacts radiologiques. Très bien. Donc, si on retourne au Japon 2011, vous racontiez que l'État a communiqué d'une façon catastrophique en période de catastrophe. Les informations utiles ne sont pas parvenues aux citoyens, elles ne sont pas parvenues aux municipalités.
Est-ce que vous trouvez intéressant ce qui se passe aux Pays-Bas, quelque chose qui s'appelle NL Alert, Nederland Alert. C'est un système qui n'est pas basé sur une base volontaire, mais l'État, en cas d'accident majeur, peut communiquer et envoyer un message texto à tous les téléphones portables qui se trouvent dans telle ou telle région à déterminer, en donnant des consignes. Donc au lieu d'avoir le couple sirène d'alarme et ensuite radio-télévision, il y aurait signal d'alarme, radio et SMS. En Suisse, ça s'appelle Swiss Alert et c'est sur une base volontaire. Il y a très peu de gens qui ont chargé ça sur leur téléphone. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît intéressant? Bien sûr, c'est très important que les citoyens aient l'information le plus rapidement possible. On le disait tout à l'heure, non, je ne l'ai pas dit, mais pour que la prise de pastilles d'iode stable soit véritablement efficace pour protéger la glande thyroïde par rapport à l'iode radioactif, il est préférable, mais il est bien plus bénéfique de prendre ces pastilles plusieurs heures avant l'arrivée des masses d'air contaminées. Donc que ce soit par rapport à ce problème-là ou à d'autres actions concrètes à prendre en cas de catastrophe nucléaire, plus vite les gens sont informés, mieux ils vont pouvoir prendre des mesures de protection. Et donc ce dispositif, manifestement, est très intéressant. Après, ce qu'il faut, c'est que les autorités donnent bien les informations au bon moment. Et ce que je disais tout à l'heure sur les modélisations qu'avait fait l'IRSN français de la situation au Japon est un exemple d'un cas où une autorité fait des modélisations, mais qui n'aboutissent pas au fait de dire prenez des pastilles d'iode ou évacuez de façon beaucoup plus large. C'est pour ça que là se pose un problème de la façon dont les autorités compétentes vont analyser le risque de contamination et vont du coup véritablement mettre en place des mesures de protection. Merci bien. Au Japon, j'ai entendu parler, on a été nombreux à entendre parler que des balises au sol de mesure de la radioactivité étaient posées sur des socles en béton et qui fait que des citoyens qui faisaient des mesures à côté arrivaient à des chiffres beaucoup plus élevés que ce que donnait cet appareil officiel. Donc si je comprends bien avec ce que vous nous avez raconté de votre travail au Japon, c'est que vous avez effectué des prélèvements et vous avez appris à des personnes sur place à faire ces prélèvements pour qu'ils aient vraiment une base scientifique solide. Est-ce que ça veut dire que qu'on a aujourd'hui une sorte de carte des contaminations au niveau du sol, des points chauds de radioactivité? Est-ce qu'on est arrivé à ça? Bien sûr. Donc au Japon, se sont mis en place des dizaines de laboratoires citoyens. On peut considérer que l'ACRIRAD a contribué à la mise en place d'une dizaine, disons, de ces laboratoires sous la bannière du CRMS à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui, mais certains de ces laboratoires existent toujours. Et disons, ces dizaines et plusieurs dizaines de laboratoires se sont regroupés il y a quelques années maintenant, sous l'égide d'une structure qui s'appelle Minanodata, et ils ont produit, je pense que je l'ai là, voilà, ils ont fait un travail considérable avec des bénévoles pour échantillonner, prélever le sol, la couche superficielle du sol, sur 17 préfectures au Japon. Et ils ont produit cet ouvrage, cet atlas de la contamination du sol au Japon. Alors c'est un travail qui est très important, parce que si on ne fait que mesurer la radioactivité avec un compteur Geiger, mais qu'on n'est pas capable, par des analyses en laboratoire, de déterminer la concentration en césium-137 radioactif ou en césium-134, on ne peut pas rendre compte de toute la réalité. En faisant ces prélèvements et ces analyses en laboratoire, là, et en ayant donc la connaissance de la concentration en césium-134 et 137, là, il devient possible de calculer, par exemple, l'évolution de cette radioactivité au cours du temps, parce que le césium-134 et le césium-137 n'ont pas la même période physique. Le césium-134 va disparaître il a une période de 2 ans, donc il va disparaître en une vingtaine d'années déjà. Sa radioactivité est divisée par 1000. Pour le césium-137, qui a une période de 30 ans, il faut 10 fois sa période, 300 ans, pour que sa radioactivité soit divisée par 1000. Donc ça leur a permis de produire des cartes prédictives aussi. Donc 2 choses. 1, ça leur a permis de montrer que la contamination au Japon
était était très importante d'un point de vue spatial. Elle atteint Tokyo, elle atteint des préfectures qui sont au nord de celle de Fukushima. Ce n'est pas que la préfecture de Fukushima, on le savait déjà, mais c'est objectivé. Et deuxièmement, ça permet d'avoir une meilleure notion de la durée, de l'amplitude de la contamination, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. De calculer que, même dans 100 ans, certains des territoires sont tellement contaminés qu'on ne devrait pas permettre à des êtres humains de revenir dessus. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une contradiction entre des données qui proviennent de cet atlas et les données qui sont fournies par l'État japonais en disant « oui, les populations réfugiées peuvent retourner vivre dans telle ou telle commune ». Est-ce que vous avez des contradictions entre ces deux sources? Alors, oui, il peut y avoir des contradictions, par exemple, par rapport à la notion de point chaud. Mais cet atlas est fait pour donner une vision des retombées globales. Ces réseaux de laboratoires citoyens au Japon ont aussi produit d'autres documents qui donnent une vision des hotspots, des points chauds, c'est-à-dire du fait que... je vais le tourner autrement. Les autorités japonaises ont une politique, vous le savez, depuis plusieurs années, quelque part de forcer les habitants à revenir dans des territoires contaminés. Cette politique s'appuie sur deux choses. Un, avoir augmenté les taux de radiation acceptables pour l'homme. Avant, la limite de dose maximale annuelle admissible, c'était 1 millisievert par an. Les autorités japonaises ont porté ce chiffre à 20 millisieverts par an. Ça veut dire on va laisser vivre les gens potentiellement sur des territoires où ils peuvent avoir des doses et donc des risques de décès par cancer 20 fois supérieurs aux limites jugées avant acceptables. Donc ça déjà c'est choquant. Deuxième problème, du coup, pour mener à bien cette politique de retour forcé, quelque part, évidemment, certaines aides sont supprimées aux habitants pour les forcer à revenir dans les territoires contaminés. Et puis, il y a la pseudo-décontamination. Or, c'est important d'expliquer qu'on ne peut pas décontaminer une préfecture. On ne peut même pas décontaminer un lieu de vie, une seule maison. Nous l'avons vérifié par nous-mêmes. Par exemple, je me rappelle, en 2012, une demeure au Japon, en préfecture de Fukushima, qui avait été soi-disant décontaminée à fond. Des équipes de techniciens avaient travaillé pendant 2 ou 3 mois à laver le toit au Karcher, à enlever la couche superficielle du sol, à couper les branches dans la forêt en face de la maison, pour que sur les feuilles il y ait moins de césium radioactif. Malgré tous ces efforts, quand nous avons fait les mesures, dans cette maison, les taux de radiation dépassaient encore les limites sanitaires. Parce que, par exemple, le jardin n'avait pas été décontaminé. La radioactivité de la rivière, les berges de la rivière n'avaient pas été décontaminées. Ce césium accumulé sur les berges de la rivière envoie des rayonnements gamma, invisibles, très puissants, qui traversent les murs et qui atteignent les personnes, même à des dizaines de mètres de la source de radioactivité. Donc si vous voulez vraiment décontaminer un lieu, il faut arracher la terre sur plusieurs dizaines de centimètres, non seulement autour de la maison, mais aussi dans la forêt à côté, au bord de la rivière, et ce n'est pas possible. Donc si on veut vraiment faire en sorte que les populations, et en particulier les personnes les plus radiosensibles, les jeunes enfants, les femmes enceintes, le fœtus, l'enfant à naître, il ne faut pas faire pression sur les populations pour les renvoyer vers des territoires qui sont contaminés. Ce n'est pas... C'est quelque chose qui est très particulier au Japon, ça n'a pas été fait comme ça à Tchernobyl. Mais au Japon, on a vraiment, c'est pas un sentiment, on voit une volonté des autorités de faire comme si la catastrophe n'avait pas existé, comme si tout était sous contrôle, comme si les Jeux Olympiques pouvaient avoir lieu normalement. Il y a vraiment une volonté de nier la réalité, à la fois des risques en termes de sûreté par rapport à la centrale de Fukushima Daiichi, qui n'est toujours pas sous contrôle. On ne peut pas dire que la centrale de Fukushima Daiichi est sous contrôle aujourd'hui. Et deuxièmement, par rapport à l'irradiation, à la contamination que subissent les populations qui vivent toujours sur des territoires contaminés, voire pire, même des populations qu'on a forcées à évacuer ou qui se sont auto-évacuées. Il y a une volonté claire du gouvernement japonais de les forcer quelque part, ou de tenter de les forcer à revenir. Comment est-ce qu'on explique que le gouvernement de l'Ukraine, peut-être de la Russie, voisine même, voisine de Tchernobyl, comment est-ce qu'on peut comprendre que ces pays-là aient décidé d'une évacuation massive des populations
et qu'au Japon, un pays qui ressemble beaucoup au nôtre, une démocratie libérale, une économie de marché, un niveau de technologie très élevé. Comment vous expliquez ça? Alors d'abord, je veux pas, je suis pas en train de dire que ce qui s'est passé au moment de la catastrophe de Tchernobyl est satisfaisant, absolument pas. Au moment de la catastrophe de Tchernobyl, que ce soit pour les retombées en France on n'a eu aucune protection, je le disais tout à l'heure. Et évidemment, ce qui est infiniment plus grave, dans les territoires les plus contaminés d'Ukraine, de Russie et du Bélarus, les évacuations, les moyens de protection n'ont pas été du tout à la hauteur du problème. Mais au moins, il y a eu vraiment une zone d'exclusion, par exemple des 30 km à Tchernobyl. Elle est insuffisante, mais au moins, il y a une volonté de dire dans cette zone, il n'est pas autorisé à revenir. Pourquoi au Japon c'est différent? C'est une question qui est trop complexe à mon niveau, une question qui pose, qui est liée à la structure du pouvoir probablement au Japon, à des éléments philosophiques, à la densité de population aussi au Japon. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le Japon c'est très petit par rapport à sa population. Donc c'est une vraie bonne question. Tout ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est constater en tout cas cette réalité qui pose problème par rapport à la santé physique et psychique de ces populations. Parce que quand vous voyez que dans certains villages, il n'y a que 10% des habitants qui sont revenus, et ce sont souvent des personnes âgées, ces personnes se retrouvent déjà ont été traumatisées par tout ce qui s'est passé, l'évacuation, ont été exposées aux radiations, et finalement on va les remettre dans un environnement à la fois toxique et anxiogène. De toute façon, c'est ingérable. Ouais. C'est ingérable. C'est-à-dire que si ces populations restent dans leur lieu d'évacuation temporaire, pour elles c'est terrible, parce que ce sont pas des lieux de vie. Donc de toute façon, leur vie, elle est très souvent brisée. Là, il y a beaucoup d'enquêtes qui montrent tous ces aspects en termes d'augmentation des taux de suicide, des taux de divorce, de la pression psychique sur les personnes. Et bien sûr, il y a la question de l'impact physique, sanitaire au sens physique, où là aussi, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une volonté de ne pas être capable de mesurer les impacts. Vous savez certainement que les seules études vraiment à grande échelle qui sont faites aujourd'hui au Japon pour mesurer l'impact sanitaire de la catastrophe de Fukushima, c'est le suivi des cancers de la thyroïde. Eh bien, ça d'abord, ce n'est fait que sur le cancer de la thyroïde. Il y a beaucoup d'autres pathologies qui vont survenir du fait de ces expositions très importantes à la radioactivité, y compris des pathologies non cancéreuses, pathologies digestives, cardiovasculaires. Ça, c'est pas suivi. Ouais. Pour ce qui concerne le seul cancer de la thyroïde, il n'est suivi que pour les personnes qui avaient moins de 18 ans au moment de la catastrophe dans la préfecture de Fukushima. Mais que fait-on des personnes qui vivaient dans la préfecture de Miyagi, dans les préfectures plus au sud, y compris à Tokyo d'ailleurs, qui ont été exposées à cette radioactivité par inhalation, par ingestion? Ils ne sont pas compris dans cette étude. Et ce qui est fou, c'est que même si cette étude montre aujourd'hui qu'il y a 20 fois plus de cancers de la thyroïde dans cette population de la préfecture de Fukushima que le taux normal, malgré cette réalité, eh bien, certaines autorités japonaises, y compris médicales, continuent à dire que c'est pas lié à la retombée radioactive, alors que, bien sûr, comme d'habitude, des scientifiques qui font un travail scientifique montrent que, oui, bien sûr, le fait que ça augmente au fur et à mesure des différents dépistages, ça prouve bien que c'est pas un effet du premier dépistage qui aurait pu voir des cancers préexistants pas liés à Fukushima, mais qui a vraiment une atteinte liée à la contamination. Et c'est évident. Quand on a mesuré les niveaux de contamination de l'environnement nous-mêmes à Fukushima et qu'on voit qu'on a laissé des gens vivre dessus, quand on a vu les premiers chiffres de mesure de contamination en iode radioactif des aliments au Japon, plusieurs jours après les retombées, il y a des cas où en mangeant quelques grammes de végétal, d'une matière végétale, un jeune enfant pouvait dépasser très largement la dose maximale annuelle à la thyroïde. Donc c'est pas étonnant, malheureusement, qu'il y ait une épidémie de cancer de la thyroïde autour de Fukushima. Mais ce qui est, comme d'habitude, choquant,
c'est qu'il y a une volonté de ne pas voir cette réalité des effets sanitaires. Les études qui sont faites à Fukushima ont été reprises en main par l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est une agence, vous le savez, de l'ONU, mais dont l'objet est le développement de l'énergie nucléaire. On aurait dû avoir quelque chose qui est pris en main par une agence sanitaire, une agence indépendante. Ce n'est pas le cas, puisqu'on sait très bien que l'OMS, de ce point de vue, n'est pas indépendant, puisque l'accord très ancien qui lie l'OMS et l'AIEA n'a pas été revu, n'a pas été dénoncé. Et d'ailleurs, l'OMS a produit le premier rapport sur l'évaluation des conséquences potentielles sanitaires de Fukushima, un rapport qui est biaisé parce qu'ils n'ont pas pris en compte la réalité, par exemple, des retombées. Certains résultats n'ont pas été pris en compte dans leur évaluation de dose. Donc, comme d'habitude, comme ça s'est passé au moment de Tchernobyl, comme ça se passe à Fukushima, il y a une volonté institutionnelle de faire en sorte que l'on ne puisse jamais appréhender scientifiquement les conséquences sanitaires. Alors le « on » étant par exemple le gouvernement. Si on regarde le cas de M. Naoto Kan, qui était Premier ministre du Japon au moment du 11 mars 2011, eh bien lui est devenu un fiefé antinucléaire. Il donne des conférences dans le monde entier pour alerter les populations et les médias sur le danger du nucléaire. Et il a été remplacé, la population japonaise a élu un Shinzo Abe qui avait un de ses objectifs, c'était de réhabiliter le nucléaire. Donc toutes les centrales nucléaires du pays ont été fermées. Son objectif, c'était de les réallumer. Et c'est lui qui a mené cette politique-là de réhabilitation. Mais si demain, je vous pose la question, M. Charéron, si demain la population japonaise élit un homme ou une femme de la trempe de M. Naoto Kan, qu'est-ce que cette personne, ce nouveau « on », devrait faire tant d'années après Fukushima? Est-ce qu'il devrait y avoir une étude nationale? Enfin voilà, qu'est-ce que vous préconiseriez si vous étiez son conseiller? Une nouvelle Premier ministre qui a vraiment envie d'être responsable et de faire ce qu'il faut pour protéger la population et l'environnement. Si je réponds sincèrement, dans un pays comme le Japon, avec sa sismicité, avec l'existence particulière du risque de tsunami et avec sa densité de population, je ferai tout ce qui est possible pour promouvoir le plus rapidement possible le recours à d'autres sources d'énergie. Et déjà, la première chose que j'aurais à faire, c'est, qui est infaisable, hein, c'est régler le passif de Fukushima. Ce passif n'est pas résolu aujourd'hui et la catastrophe est toujours en cours. Il faut le rappeler, Fukushima, c'est plus de 14 millions de tonnes de sacs de terre radioactives qui ont été remplis, ces sacs, pour pseudo-décontaminer certaines parcelles de territoire. Donc c'est de la terre qui est prélevée, c'est quelques centimètres de terre? Voilà, c'est simplement la terre qui est prise avec une pelleteuse, avec une pelle, mise dans un sac. Effectivement, les retombées radioactives, ce césium radioactif qui est un métal, tout simplement un métal, il est tombé sur le sol. Plus on attend, plus il va s'enfoncer. Donc prendre la terre superficielle pour la mettre dans un endroit de stockage de déchets radioactifs, sur le principe, ce serait une bonne idée. Mais sauf que c'est impossible de faire ça sur toute la préfecture de Fukushima. Il y a trop de forêts, de berges de rivières, de milieux naturels, de prairies, de rizières. On ne peut pas décontaminer la terre à cette échelle-là, ce n'est pas possible. Et personne ne sait que faire de ces sacs de terre contaminés. Les Japonais sont en train de construire un entreposage dans la région de la centrale de Fukushima pour regrouper ces sacs de terre, qui, pour certains, sont disséminés n'importe comment dans des zones sans aucune protection. Mais ce n'est pas non plus une solution en soi, puisque les autorités japonaises indiquent que ce centre d'entreposage temporaire est conçu pour 30 ans. Mais la période de la demi-vie du césium-137, c'est 30 ans. Ça veut dire que dans 30 ans, la radioactivité ne sera divisée que par 2. Donc si dans un sac, vous avez 1 million de becquerels par kilo, dans 30 ans, vous aurez encore 500 000 becquerels par kilo. Que ferez-vous de ce sac? Et quelle enveloppe plastique? Bien sûr. Donc, que ce soit par rapport à la décontamination des terrains, qui est impossible à cette échelle, que ce soit par rapport
à la récupération des cœurs de réacteurs qui ont fondu, ce qu'on appelle le corium. Donc c'est le combustible nucléaire a fondu sur les centrales, sur les réacteurs 1, 2 et 3. Et aujourd'hui, c'est une matière hautement radioactive, vraiment extrêmement dangereuse. Aujourd'hui, depuis longtemps, TEPCO annonce qu'ils seront capables de récupérer ces matières dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais personne ne sait comment récupérer ces matières et quoi en faire. Aujourd'hui, ce corium hautement radioactif baigne dans l'eau. Vous savez que TEPCO est obligé d'injecter tous les jours plus de 200 mètres cubes d'eau pour refroidir ce corium hautement radioactif et chaud et qui pourrait redéclencher quelque chose de catastrophique. Donc, cette eau se contamine dans les sous-sols des 3 réacteurs et TEPCO est obligé de la traiter, plus ou moins, l'accumuler dans des réservoirs. Aujourd'hui, on parle de plus d'1 million, un peu plus d'1,2 million de tonnes d'eau radioactive, plus ou moins traitée, qui s'accumulent dans des réservoirs. Et c'est pour ça que TEPCO, avec l'aval du gouvernement japonais et de l'agence... TEPCO, c'est l'entreprise qui gère la centrale, locale. Exactement. Ouais. TEPCO, avec l'accord du gouvernement japonais et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, évidemment, envisage depuis longtemps de rejeter ces réservoirs, ces eaux radioactives dans l'océan. Simplement, elles ne respectent pas les normes de rejet. Donc rien n'est résolu. Ni le traitement des eaux contaminées, ni la décontamination, ni l'avenir du site lui-même des centrales. Le suivi sanitaire de la population n'est pas fait correctement. Les indemnisations ne sont évidemment pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait. Donc cette catastrophe, elle est toujours en cours et personne ne peut la gérer correctement. Maintenant, évidemment, plus les habitants seront informés, seront épaulés, seront aidés pour comprendre ce qui leur arrive, on espère, plus ils auront d'outils pour aller en justice, pour se battre, pour faire reconnaître leurs droits. Donc on ne devrait pas parler de commémoration. Commémoration, c'est comme si un événement était placé dans un moment dans le passé. C'est pas ça. C'est qu'il y a un moment qui a commencé le 11 mars 2011. On ne peut pas commémorer. C'est la catastrophe a commencé, on est encore dedans et on y sera encore pendant longtemps. Ce que je peux retenir de ce que vous avez dit comme conseiller auprès du prochain ou la prochaine Premier ministre au Japon, c'est donc de prendre au sérieux ces cartes de contamination et de considérer que certaines communes ne sont pas propres à être habitées, en tout cas par des enfants et des femmes enceintes. Et puis ensuite qu'il faut faire une campagne de compensation financière pour les personnes qui ont dû déménager, qui sont des réfugiés de la radioactivité dans leur propre pays. Oui. Et vous disiez aussi, en amont, remplacer les centrales nucléaires par une autre forme d'énergie ou d'économie d'énergie pour pas risquer un autre Fukushima dans un pays avec une forte sismicité, etc. Bien sûr, vous avez raison. Un des points très importants aussi à faire, ce serait de stopper la banalisation. Par exemple, la promotion des Jeux Olympiques dans des territoires qui sont en fait toujours contaminés, c'est pas une bonne façon d'aider le pays à se reconstruire. Il faudrait stopper aussi cette politique de retour forcé des habitants dans les zones les plus contaminées. En tout cas, vous m'avez posé la question, si c'était à moi de décider ce que je ferais, donc ça n'engage que moi. On s'approche de la fin. Vous pouvez vous préparer à donner votre mot de la fin. Je vais vous poser la question tout à l'heure. Si on peut faire un peu un compte-rendu des leçons de Fukushima, qu'on a un peu étudié et discuté aujourd'hui, on arriverait donc déclenchement d'un accident nucléaire dans un pays. Première réaction, et celle qui n'a pas été développée au Japon, c'était cette fameuse carte Speedy. C'est-à-dire un logiciel qui permet, avec les données météo de prévision, de pouvoir avertir telle ou telle commune. C'est ça. Donc la carte Speedy, ça c'est une chose. Hein. Informer les autorités communales et les populations. Vous me corrigez ou vous apportez plus d'infos si vous voulez. Hein. Si on va dans l'ordre, la première chose, ça serait d'améliorer la sûreté nucléaire. Ça, c'est vraiment très important, c'est-à-dire de diminuer au maximum le risque
de catastrophes nucléaires. Pour diminuer ce risque au maximum, il faut limiter le nombre d'installations nucléaires et il faut que les installations nucléaires existantes soient opérées de la manière la plus sûre possible. Et là, il y a énormément, malheureusement, de choses à améliorer, y compris dans un pays moderne, entre guillemets, comme la France. C'est pas nous qui le disons, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui a fait part à plusieurs reprises ces dernières années de son inquiétude par rapport au vieillissement du parc, par rapport au manque de professionnalisme de l'exploitant, EDF, par rapport aux cascades de sous-traitants. Il y a vraiment, sur certains aspects, une dégradation de la sûreté nucléaire. Ça, c'est un premier point. Donc, deuxième point, la prévention, c'est l'état des centrales nucléaires, de toutes les installations nucléaires, pas seulement les centrales. Oui, il faudrait renforcer la capacité des contrôleurs officiels de l'État à faire leur travail. Ils ne sont pas assez nombreux, ils n'ont pas assez d'outils pour faire un travail approfondi. Il faut renforcer les capacités citoyennes, soutenir les organismes indépendants, comme la CRIRAD, et il y en a d'autres en France et en Europe, pour faire ce travail de pédagogie, de surveillance citoyenne, de contrôle indépendant. Il faut éduquer la population, il faut informer la population pour qu'elle ait des notions sur la radioactivité, pour qu'elle fasse la différence entre des contaminations extrêmement faibles qui ne nécessitent pas de mesures de protection et des situations où vraiment il faut s'inquiéter et prendre des mesures de protection. Aujourd'hui, il y a trop de fake news, trop de mélange entre des situations graves et des situations qui ne le sont pas. Et je pense que les citoyens ne s'y retrouvent plus du tout. Ce qui fait que le jour où il va falloir qu'ils réagissent vraiment, ils ne sauront pas si ce jour-là, c'est vraiment beaucoup plus radioactif que d'autres événements plus bénins qui peuvent arriver. Donc il y a tout un travail de sensibilisation, d'information à faire. Il y a un travail réglementaire aussi. Il faut faire évoluer les réglementations. Par exemple, la CRIRAD dénonce depuis très longtemps, en France, le fait que les autorités ont choisi, en cas de nouvelle catastrophe, des taux de radiation acceptables pour la population qui sont dans les taux les plus élevés que proposait la Commission internationale de protection radiologique. Donc, si on ne se bat pas contre ça, le jour où la catastrophe nucléaire arrive, on nous laissera vivre dans des territoires beaucoup plus contaminés que si on s'était battu avant. Donc ça, c'est la partie réglementaire. La partie réglementaire. Les pastilles d'iode. Il faut évidemment que, pratiquement, dans un pays comme la France, et la Suisse qui est encore plus petite, il faudrait que tous les citoyens aient à domicile des pastilles d'iode pour pouvoir les prendre immédiatement en cas de rejet radioactif, de présence de radioactivité, d'iode radioactif, puisque les pastilles d'iode ne sont efficaces que par rapport à l'iode radioactif, mais que ces pastilles soient à disposition, pas seulement dans un rayon de 10 km ou de 20 km ou de 50 km selon les pays. D'accord. Et puis ensuite, quelque chose sur le mode de communication des autorités envers la population et les municipalités. On avait parlé de cette histoire de NL Alert, Nederland Alert. Ça, c'est aussi quelque chose que vous préconiseriez comme leçon de Fukushima, c'est-à-dire pas avoir le simple duo de système d'alarme et de radio, mais de système d'alarme et de texto. Bien sûr, à partir du moment où la majorité des citoyens ont des smartphones, par rapport au lancement d'alerte et à la mise à disposition d'informations fiables, c'est sûr que le développement de ce type d'alerte par SMS, c'est quelque chose de certainement très positif. Et puis une chose dont on n'a pas parlé mais qui tombe un peu sous le sens, c'est que actuellement en Suisse, en France, je ne sais pas, mais en Suisse, vous prenez un compas, vous mettez la pointe sur le lieu de la centrale nucléaire et vous tournez 50 km en rond. Officiellement, c'est cette zone-là qui est dangereuse, c'est la zone 2. Au-delà, on ne distribue pas de pastilles d'iode. Peut-être qu'il faudrait aussi, dans la législation et la réglementation, débarrasser complètement la législation de toute mention d'un compas. Parce qu'on voit bien qu'avec avec le régime du vent, des pluies, on peut avoir des régions à des centaines de kilomètres qui dépassent 100 millisieverts, donc qui doivent être évacuées. Ça, en France, est-ce que vous savez si vous êtes sous ce régime de cercle concentrique autour des centrales et au-delà, tout va bien? On peut dire, en gros, avec la philosophie des PPI, plan particulier d'intervention, qu'en France, on est toujours quand même dans cette philosophie administrative du cercle. Oui. Ouais. Même s'il y a eu quelques progrès. C'est quand même la philosophie de base de l'organisation. Et effectivement, il faut
que tout le monde, mais je pense que les citoyens sont pleinement conscients, suite à Tchernobyl, suite à Fukushima, que les nuages ne s'arrêtent pas aux frontières, ne s'arrêtent pas à des cercles virtuels, et que les contaminations importantes, voire très importantes, peuvent aller à des dizaines, centaines de kilomètres, et bien au-delà, puisque par exemple, si on parle de Tchernobyl, au moment où nous parlons, en France, dans les Alpes françaises, mais c'est le cas aussi en Suisse, dans certaines parties des Alpes, le sol est encore aujourd'hui un déchet radioactif à cause du césium-137 de Tchernobyl. Oui, les fameuses combes. C'est pas toujours des combes, mais oui, ce phénomène-là, oui. D'accord. Alors, avant que je fasse le petit mot de remerciement et une petite information sur l'association, j'avais prévu de vous demander votre mot de la fin. Ou bien, qu'est-ce que vous fait penser cette période 10 années après ce fichu vendredi 11 mars 2011? Quel est votre mot pour conclure cet entretien? C'est difficile de conclure un entretien. Si c'est en termes de souvenirs, moi, la chose qui m'a beaucoup affectée lors de notre mission à Fukushima en 2011, c'est la rencontre avec une fermière qui était sur une ferme contaminée, qui avait été forcée à évacuer, mais qui pouvait administrativement revenir sur sa terre. On lui a montré avec nos appareils la radioactivité, et elle nous a dit merci d'être venu de si loin, j'étais dans l'obscurité, vous m'apportez une lumière. Ça voulait dire vous m'apportez une compréhension, une connaissance, une information. C'est très important d'informer les citoyens sur cette radioactivité invisible, de leur donner des outils de compréhension pour qu'ils puissent mieux réagir, malheureusement, en cas de catastrophe nucléaire ou d'autres situations d'exposition intense à la radioactivité. Puis une deuxième réflexion, c'est que, en tout cas, factuellement, on peut constater que l'énergie nucléaire, l'homme n'est pas capable de dominer l'énergie nucléaire. Si on regarde ce qui s'est passé à Tchernobyl, dans un pays développé comme le Japon, on voit que, contrairement à ce qu'il pense, l'homme n'a pas la puissance de dominer la nature et de dimensionner ses installations pour pouvoir vraiment garantir une exploitation sûre de l'énergie nucléaire. Puis un autre point peut-être, c'est de rappeler que l'industrie nucléaire, électronucléaire, est une des rares industries qui n'est pas assurée par rapport, en termes financiers, par rapport aux dommages qu'elle crée. Fukushima, un institut économique japonais, avait évalué il y a quelques années à plus de 600 milliards d'euros le coût de la catastrophe de Fukushima. TEPCO, l'exploitant, n'est pas assuré. EDF en France n'est pas assuré. L'État n'a pas les moyens de mettre de côté des sommes qui permettent de couvrir ce risque-là. C'est pas, c'est pas cohérent d'exploiter des installations qui font courir un tel risque, parce que le jour où ce risque se manifeste, et ça arrive malheureusement, et ça arrivera, on est face à des situations qui sont totalement ingérables. Merci beaucoup, Monsieur Charéron, pour cette heure passée avec nous. Je sais que vous êtes très occupé. Je remercie l'ACRIRAD et puis aussi l'agence de production digitale Taïga, qui est derrière ces caméras ici. Je remercie beaucoup pour la qualité de leur travail. Je suis sûr que la transmission se passe très bien. Je remercie aussi les donatrices et les donateurs de l'association suisse romande Sortir du nucléaire, qui reçoivent ce journal trimestriel Sortir du nucléaire. Vous pouvez vous abonner. Et c'est très important de soutenir les associations qu'on appelle non gouvernementales, ONG, et leur rôle même est de compenser les manquements de l'État qui peut pas tout faire et qui parfois, on l'a vu, ne veut pas tout faire. Donc soutenez la CRIRAD, criirad.org, soutenez Sortir du nucléaire, les coordonnées vont s'afficher sur une diapositive, et puis voilà, le plus on est informé, le plus on est préparé, et restez au courant de nos activités, et passons au restant de nos activités. Bon après-midi, merci pour votre attention.